Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre nouvelle émission hebdomadaire Plein Feu. Ce soir nous allons parler de la non-reconnaissance des forces progressistes du changement FPC. Vous savez chers téléspectateurs que les forces progressistes du changement FPC ont reçu une notification les informant de la non-reconnaissance par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation de leur parti politique. Les forces progressistes du changement FPC avaient déposé un dossier en vue de reconnaissance de leur parti. Donc, on se rappelle d'ailleurs que le FPC avait commencé une série d'activités, dont un meeting qui a été programmé le dimanche 2 août et qui a été annulé à cause, selon le responsable de ce parti, des publics qui ont inondé les salles de Sefra, l'endroit où devait se dérouler ce meeting. En octobre 2014, on rappelle que les forces progressistes pour le changement FPC ex-Flamme ont déposé un dossier constitutif d'un parti politique au ministère de l'Intérieur. Ils ont tenu une conférence de presse mercredi 5 août à 11h au siège national de leur parti. Leur président, M. Samba Thiam, a qualifié d'illégal et d'arbitraire le rejet par le gouvernement de la reconnaissance de son parti, les forces progressistes pour le changement. Donc, j'ai invité pour parler de ce sujet pour vous, chers téléspectateurs, M. Mamadou Wane, qui est 3e vice-président des forces progressistes du changement. Bonsoir, M. Mamadou Wane. Bonsoir. Et M. Mohamed Allahi Oulil Hebli, qui est politologue. Bonsoir, Mohamed Allahi. Bonsoir. Voilà, donc on va commencer par M. Mamadou Wane. Donc, en fait, en gros, pourquoi l'FPC n'a pas été reconnu? Très bien. Et quels sont surtout les arguments qui ont été avancés par les autorités publiques? Ok. Je vais commencer d'abord par vous remercier. Merci. Et vous féliciter par rapport à ce travail qui se fait, qui est extrêmement important, dont l'objectif est d'éclairer les citoyens par rapport à la position des uns et des autres. Je salue mon vis-à-vis aussi, Boulahi, que je rencontre pour la première fois et nous avons déjà commencé peut-être à discuter. Il ne fallait pas commencer à discuter. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Bon, par rapport à cette question, je pense que vous avez déjà commencé à donner une première réponse parce que nous avons tenu une conférence de presse le 5 de ce mois pour dire que ce rejet est illégal et arbitraire, tant au niveau de la procédure qu'au niveau des formes, au niveau du fond. D'abord, au niveau de la procédure, nous avions déposé un dossier en bonne et due forme le 28 octobre 2014. Oui. Donc au niveau seulement de la procédure. De 28 octobre 2014, donc depuis 9 mois. Ça fait 9 mois ou 10 mois. Donc après avoir déposé ce dossier, nous avons reçu un récépissé de dépôt. Et la loi dit que l'administration a 2 mois pour pouvoir répondre. Donc c'est à eux de voir ce qui a été déposé, le dossier par rapport aux listes, par rapport à ce qu'ils ont demandé au niveau de la recevabilité ou au niveau de la conformité des dossiers. Ils devraient, après 2 mois, pouvoir donner une réponse. D'ailleurs, en déposant, l'adjoint au chargé des affaires publiques nous a notifié directement en personne qu'après 2 mois, on doit pouvoir tout de suite recevoir cette réponse. C'est au moment de la décharge. Au moment si vous ne recevez pas la réponse, ça veut dire que nous sommes légalement reconnus, nous devrions donc mener nos activités. La loi, c'est ce qu'elle stipule. Voilà, c'est ce qu'elle stipule. Donc l'État est resté plus de 10 mois sans pour autant répondre. C'est une question que... Est-ce que vous avez des buts de réponse par rapport à ça? Est-ce que... Comment vous voyez les choses? Pourquoi l'État a pris 9 mois pour pouvoir y répondre? Ça c'est une question peut-être qu'il faut leur poser. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons déposé, nous avons suivi toute la légalité, nous avons tenu compte de tout ce qui avait été dit pour pouvoir déposer un dossier et nous l'avons déposé et nous avons attendu. Et durant toute cette période aussi, nous avons tenté de trouver des audiences ou en tout cas de trouver des informations par rapport à cette attente, cette longue attente. Mais très sincèrement, aucune réponse ne nous a été donnée. Et nous avons été surpris qu'après 10 mois, qu'on nous dise que notre dossier a été rejeté. C'est pourquoi, lors de la conférence de presse, le président Samba Thiam, qui a parlé au nom du parti, a dit que ce rejet est illégal et injuste et irrecevable. D'abord par les arguments que nous avons avancés. Après 2 mois, ils auraient pu nous dire que ce dossier n'est pas conforme
où il y a des manquements, exactement, qu'il y a des manquements qu'il fallait compléter. Donc ils ne sont pas arrivés à déceler, en tout cas... Donc justement, il y a quand même des arguments qui ont été avancés par les autorités publiques. Les arguments qu'ils ont avancés dans le rejet, ils ont parlé de l'article 11 et de l'article 6. Et dans ces deux articles, très sincèrement, nous ne nous reconnaissons pas par rapport à ce qui a été dit. Ça veut dire quoi, l'article 11? L'article 11 parle de la souveraineté, bon, l'esprit bien sûr, parle de la souveraineté nationale, parle de l'indépendance, parle de la démocratie. Et dans le dossier que nous avons déposé par rapport à notre déclaration de politique générale, en aucun cas, nous n'avons en tout cas failli à cette souveraineté nationale. Et dans notre discours, nous avons toujours parlé de l'unité nationale. Mais une unité qui doit être recadrée, qui doit être refondée sur des bases justes, équitables pour tous les citoyens du pays. Et l'article 11 aussi stipule, l'article 6, voilà, stipule que tout parti politique ne peut pas se fonder sur une race, sur une tribu, sur une confrérie. Et je pense que dans les documents que nous avons déposés aussi, nous ne nous sentons pas concernés, en tout cas par ces deux articles, par l'article 11 et l'article 11. Voilà, je crois que c'est là où beaucoup de Mauritaniens, enfin je dis beaucoup de Mauritaniens, ou deux Mauritaniens vous taxent souvent, ça certainement vous l'avez déjà entendu, on vous taxe souvent d'être un parti exclusivement noir. Donc c'est certainement ce qu'ils ont voulu dire, les autorités publiques. Bon, si c'est ce qu'ils ont voulu dire avec le dossier que nous avions déposé après 2 mois, par rapport à la liste des membres fondateurs, par rapport à la déclaration de politique générale, ils auraient pu tout de suite déceler que ça c'est un parti composé uniquement de négro-africains. Oui, mais expliquez aux téléspectateurs. Non, c'est-à-dire que dans le parti, par rapport à la loi régissant le parti, est-ce qu'il y a des Mauritaniens qui ne sont pas issus de l'ethnie poulard ou noire qui font partie de votre parti? Expliquez aux téléspectateurs. Parce que nous, quand on entend FPC, Flamme, la majorité des Mauritaniens va croire... Bon, ça c'est la majorité, mais je pense que depuis que nous avons commencé nos activités ici, on voit que nous avons toutes les composantes avec nous. Bon, peut-être le gros du lot, c'est des emplois, mais nous avons aussi les autres composantes négro-africaines. Nous avons aussi les arabo-berbères. Donc c'est en réalité, nous sommes arrivés à respecter ce qui avait été dit par rapport à la constitution d'un parti politique. Si d'ailleurs tel était le cas, pourquoi avoir attendu 8 mois ou 10 mois pour faire ce rejet? Ils auraient pu, après une semaine ou bien après un jour, une fois qu'ils ont trouvé le dossier avec eux, ils auraient pu tout de suite trouver, en tout cas, cet élément-là et nous rejeter un jour après, ce qui n'a pas été fait. Donc ce qui veut dire qu'avec tout ce temps qui est resté pendant 8 mois, pendant 10 mois, ils ne sont pas arrivés à déceler une anomalie, en tout cas dans le dossier que nous avons déposé. Donc c'est arbitraire. C'est arbitraire et illégal, comme disait ce qu'a dit le président Sambatian. Donc monsieur Mohamed Alaï, vous avez entendu monsieur Wan, vous savez que les Mauritaniens croient toujours que les FPC, enfin ex-Flamme, que c'est un parti al-Poulard. Et les autorités publiques, en fait, viennent plus ou moins de le dire à leur façon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, tout d'abord, je suis très honoré de cette invitation. Merci beaucoup, Ahmed, de m'avoir fait l'inviter. Je suis très enchanté. C'est un très grand plaisir de me retrouver avec le troisième vice-président du FPC, M. Wan. Je suis très enchanté de faire votre connaissance. C'est un grand plaisir de me retrouver devant vous. Deuxièmement, de prime abord, je ne représente pas l'État. Je ne travaille pas pour l'État, je n'ai aucun rapport avec l'État. Oh non, mais en tant que politologue, qu'est-ce que vous pensez de cette non-reconnaissance de ce parti? Je ne suis pas bien outillé pour savoir ce qu'il y avait dans le dossier et ce que les autres. Mais il faut savoir qu'on va débattre ce soir entre frères, nous sommes des compatriotes, et peut-être que certaines idées dérangeront, mais elles vont dans le sens du but. Pour ce qui est de ce refus, les informations que j'ai à ma possession, c'est qu'on n'a pas seulement refusé de légaliser les FPC, mais on a aussi refusé de légaliser le sursaut national de Ahmed Aïcha, et qu'on a aussi refusé de légaliser le RAG de Biram. C'est ça. De Irak, enfin pas Biram, ne fait pas partie. Ok, de Irak. Voilà, c'est pour les mêmes raisons. Voilà, certainement. Donc vous croyez en fait que le sursaut du parti de l'Ahmed Aïcha n'a pas été reconnu parce que c'est un parti typiquement mort. Voilà. Et que le RAG, c'est le parti des Haratines et que le FPC, c'est le parti des poids. Enfin, entre guillemets. C'est ça ce que vous pensez? Voilà, c'est ça. D'après mes informations, tous ces partis ont été refusés.
Non, mais ça, c'est sûr, ce n'est pas c'est l'information qui... Mais pourquoi, selon vous, les sociétés publiques ont refusé ce parti politique qui est l'FPC, dont on parle maintenant? Quel est le sujet? Non, c'est-à-dire que, vous savez, la Mauritanie est un pays qui a sa propre diversité culturelle. On ne peut pas combattre, on ne peut pas mener un combat ici sans le faire ensemble, avec toutes les couches sociales. Je ne dirais pas que mon pays est parfait, mais je dirais que mon pays est comme tous les pays du monde. Il a ses parfaits et il a ses imparfaits. Il y a eu des inégalités dans notre pays. Démentir une telle information, c'est être malhonnête. Il y a bien eu des inégalités dans mon pays, mais des inégalités qui ont touché toutes les couches sociales de ce pays. Toutes les couches sociales de ce pays ont été touchées par ces inégalités. Il y a eu des échecs politiques, mais pour le FC... ce qui a touché le FPC, il a touché le sursaut, il a touché le RAC. Voilà. Et donc, voilà. Mais pour le FPC, il y a une particularité. Il y a une particularité. Parce que quand on parle du FPC, on va parler du FLAM. Et le FLAM, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Donc, il faut faire l'historique du FLAM avant d'arriver au FPC. Parce que le FLAM, tel que je l'ai connu moi, tel qu'il a commencé, et je pense que ce que je vais vous dire pourrait vous déranger. Mais c'est entre frères. Et peut-être que cela pourrait vous servir parce que le FLAM doit faire le constat de son passé. Parce que les morts disent, écoute ceux qui vous font pleurer, mais n'écoute jamais ceux qui vous font rire. Les remarques peuvent vous servir. Les idées peuvent déranger, mais elles peuvent vous servir. Parce qu'elles devront toutes aller dans le sens du but. Le FLAM, je me rappelle en 1986, on s'est réveillé un beau matin. On nous a dit qu'il y a eu des stations d'essence qui ont été incendiées hier soir. Il y a eu des établissements publics qui ont été incendiés et des tracts ont été jetés dans les rues. C'est comme ça que le FLAM a démarré. C'est comme ça que le FLAM a démarré. Oui, si le FLAM ou si des cadres négro-mauritaniens avaient tenu une réunion et demandé à tous les Mauritaniens, voilà, nous avons ce constat, voilà, nous avons ce problème, venez nous soutenir, je pense que tout le monde aurait adhéré. Mais le fait de commencer par des actes de cette façon-là était déjà des actes pour moi illégaux et qui ne peuvent pas être soutenus. Excusez-moi, là je n'ai pas bien compris. Ça veut dire quoi? On a commencé par quoi? On a commencé par brûler des stations-service On s'est réveillé un bon matin en 1986. Une clarification. On s'est réveillé un bon matin en 1986. On nous a dit que on s'est réveillé sur des stations d'essence qui ont été incendiées hier soir, des établissements publics qui ont été incendiés et des tracts jetés dans les rues. Et avant, vous n'avez jamais entendu parler des flammes? Non, on n'avait jamais entendu parler des flammes. Bon, très rapidement, je pense que par rapport à ce que Boulahi vient de dire ici, que toutes les injustices, que toutes les composantes de ce pays ont connu des injustices ou vivent des injustices, pas au même degré. Ça, moi je pense qu'on n'a pas besoin de le citer de façon très claire. La composante noire, celle qu'on pourrait appeler négro-africaine et haratine, en tout cas ne vit pas au même pied d'égalité que la composante arabo-berbère. Ça, on n'a pas besoin de l'expliquer. Ça, on n'a pas besoin de l'expliquer. L'autre aspect, vous continuez d'être, peut-être de soutenir un peu la diabolisation, ou vous continuez de diffuser un peu ce qui avait été dit au sein des flammes. Parce que ce que vous venez de dire ici, en réalité, les flammes n'ont pas commencé par ce travail que vous avez décrit, en incendiant des stations ou en distribuant des tracts. Non, les flammes ont commencé par rédiger un document statique, dans lequel réellement ils ont montré toutes les inégalités. Pas dans les rues. Non, pas dans les rues. Ils n'ont pas présenté une conférence de presse. Non. Quelle conférence de presse? En 86, il n'y avait pas de conférence de presse. On ne pouvait pas en ce temps présenter une conférence de presse. Donc il y a un document d'une importance capitale qui a été fait sur la base des données statistiques montrant les inégalités dans tous les domaines. Sur le plan militaire, sur le plan de l'économie, sur le plan de l'éducation, à tous les niveaux, le manifeste du négro-mauritanien opprimé. Et dans ce manifeste, réellement, qu'est-ce que les flammes ont demandé? Les flammes ont demandé, vu ce constat, nous appelons un dialogue pour trouver une solution par rapport à ces inégalités, par rapport à ces problèmes, et que nous attirons l'attention, en tout cas des pouvoirs publics, que ces injustices ne peuvent pas continuer. À long terme, ça pourrait déboucher sur on ne sait quoi. Donc voilà exactement le premier mobile sur lequel les flammes ont travaillé. Donc je récuse un peu ce que vous venez de dire par rapport aux incendies, par rapport aux... Donc pour vous en fait,
je récapitule. Pour vous, c'est que il y a eu un manifeste qui a été rédigé par des citoyens honnêtes de ce pays. Un manifeste qu'on a retrouvé pour attirer l'attention des autorités sur le danger de continuer sur cette voie-là. Au lieu de discuter avec ces gens, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été jetés en prison. Voilà. Et donc, c'est normal. Et on sait tous, on n'a pas besoin de rappeler. Exactement. Non, mais là, je résume. Et il y a un problème. Je pense. Une seconde, je vais vous donner la parole, excusez-moi, mais je rebondis. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après avoir écrit ce document, on sait ce qui s'est passé à Walata. Là où ils ont été jetés de façon inhumaine. Et les morts qui sont toujours restés à Walata. On n'a pas le temps de revenir à tout ça parce que c'est horrible. C'est horrible. C'est des faits qui sont têtus qu'on ne peut pas peut-être. Vous, dans vos propos, là, tout à l'heure, vous avez dit la population noire. Oui. Noire. Toutes les composantes de ce pays. Noire, Haratine et Alpulaar. Non, je veux dire par là que dans ses propos, il a dit que les injustices. Non, je dis les Haratines, la composante Haratine. Non, je dis la composante Haratine, la composante négro-africaine. Ces injustices que vivent ces communautés-là, on ne peut pas les mettre au même pied d'égalité. Monsieur, excusez-moi, est-ce que dans le document que vous avez dit, vous avez parlé des Haratines? Abdoulaye, vous ne posez pas les questions. Je ne me rappelle pas qu'on avait cité les Haratines. Non, mais qui a commencé à dénoncer l'esclavage dans ce pays-là? L'esclavage, tel que c'est presque en 1903. Mais dans le document tel qu'il a été écrit, il a parlé de l'esclavage. Il a parlé de toutes les injustices. Mais il y a un dominant. Monsieur Wan, je vous pose des questions. Monsieur Wan, excusez-moi, je vous pose des questions. Essayez de répondre. En fait, vous, Abdoulaye, quand on vous donne la parole, vous apprenez. Vous, quand vous dites négro-africain et arabo-berbère, ça veut dire quoi? Non, quand je dis négro-africaine, c'est la composante Peul, c'est la composante Soninké, c'est la composante Wolof. Ça, c'est clair. C'est ce que j'appelle ici négro-africaine. Qu'est-ce que vous appelez? La composante Peul, Soninké, Wolof et même Bambara. Quand vous parlez. Bon, écoutez, non. Les Bambaras en Mauritanie ne sont pas reconnus. Ils sont bien reconnus, ils sont là, ils existent peut-être. Ils existent, malheureusement. Nous serons les premiers à les reconnaître, mais il faut quand même. On n'est pas là. Et quand vous dites arabo-berbère? Les arabo-berbères, c'est les Arabes, c'est les berbères de ce pays. Qui? C'est les Bédans. Vous les appelez Bédans ou arabo-berbères? C'est les arabo-berbères. C'est les arabo-berbères. C'est on les appelle arabo-berbères. Abdallah, excusez-moi. On veut juste comprendre. Parce que souvent, ça revient ce mot arabo-berbère. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas trop à comprendre. Dans la bouche de quelqu'un comme vous qui fait de la politique, surtout quelqu'un des flammes et des PC, quand vous dites arabo-berbère, qu'est-ce que vous voulez dire? Dans ce pays, il y a ce qu'on appelle l'ethnie arabe, l'ethnie maure. Cette ethnie maure, il y a des castes dans cette ethnie, qui sont les guerriers, les Zouaya, les Naga, les forgerons, les Haradines. Tout ça, c'est une caste, exactement comme chez vous. D'ailleurs, on les retrouve dans les mêmes composants. D'ailleurs, c'est hérité de chez vous. Donc, il n'y a pas de berbères dans cette ethnie. Pourquoi vous dites arabo-berbère? Si, pourtant. Il y a des gens qui se reconnaissent berbères. Je pense qu'on n'a pas à leur dénier leur berbérité. Non, c'est pas ça. Ils sont là, peut-être. Ils n'ont pas émergé. Excusez-moi, vous n'avez pas compris. Ils n'ont pas ce courage d'émerger encore, mais ils sont là. Il y a certains qui, en tout cas, se reconnaissent. Nous avons rencontré des gens qui se disent qu'ils sont berbères. Dans ce pays-là. Il y a des Mauritaniens qui réclament leur berbérité. Mais pourquoi en réalité, dès l'instant que historiquement ils le sont, pourquoi ils veulent le refuser? Non, excusez-moi, ce n'est pas une discussion personnelle. Je veux que les téléspectateurs comprennent. Ce n'est pas du tout mon point de vue. Excusez-moi, ce n'est pas du tout mon point de vue, je n'ai rien à voir avec ça, je veux que les téléspectateurs comprennent. Tout à fait. Vous, quand vous dites berbère, vous parlez de l'Algérie ou du Maroc? En Mauritanie, il n'y a pas de berbère. Si, pourtant, il y a des gens qui se reconnaissent. Ils sont là. Il y a des gens qui réclament leur berbérité ici? Si. Mais on ne parle pas de mes pays là. Ils sont où? Ils sont là en Mauritanie. Comme qui? Mais je ne sais pas. Vous avez déjà lu un article de quelqu'un qui réclame sa berbérité? Nous avons rencontré des gens qui nous ont informés, qui nous ont avisés. Qui sont d'origine berbère, mais bien sûr. La majorité des morts est d'origine berbère. Mais pourquoi refuser ce mot berbère là? Pourquoi vous voulez le récuser? Mais il y a des noirs qui sont d'origine malienne, vous voulez qu'on leur appelle des maliens? Non, ils ne sont pas d'origine malienne, ils sont mauritaniens. Il y a des morts qui sont d'origine sahraoui? Non. Je pense que vous n'avez pas besoin de récuser un peu ce mot berbère là. Pourquoi il est si récusé? Mais parce que vous l'utilisez politiquement, M. Wan. Non, mais parce que on parle de la Mauritanie. En Mauritanie, il y a les Arabes, les Peuls, les il y a des arabo-berbères. Il y a certains qui sont arabes. C'est dans votre tête, mais c'est pas dans la réalité. Il y a aussi qui sont berbères. Mais pourquoi ceux qui sont berbères et qui veulent s'afficher en tant que berbères, pourquoi on ne veut pas leur reconnaître leur berbérité? Où sont-ils? Ils sont là. Peut-être que vous ne leur avez pas vu. Non, mais vous nous les avons rencontrés. Il y a un parti politique en Mauritanie. Non, pas un parti politique. Il y a quelqu'un qui a écrit un article qui révèle la berbérité. Non. Mais on parle de la Mauritanie. On parle de la Mauritanie. Il y a des gens qui se reconnaissent ici en tant que berbères. Je suis désolé. Ça, qu'on le veuille ou non, les faits sont là, ils sont têtus. Ça, c'est politique.
Non, on parle de la Mauritanie, pas de l'Algérie. Non, pas de l'Algérie. Je ne parle pas de l'Algérie, je ne connais ni de l'Algérie, ni du Maroc. Voilà. Mais je parle de la Mauritanie. En Mauritanie, il y a les Bédans, les Poulards, les Soniques et les Wolofs. Basta. Il y a des Haratines aussi. Pourquoi non, vous les voulez pas Haratines, c'est citer une les casse Haratines? mort. C'est une casse mort. C'est des gens qui veulent se rappeler les Haratines. Pourquoi vous voulez que ces gens-là ne veulent pas cette composante-là? Donnez-moi juste une précision. Non, mais je veux préciser aux téléspectateurs ce qu'il veut dire par arabo-berbère. C'est clair. Donc parce qu'ici, il y a un problème. J'aimerais répondre à qui? Non, vous allez répondre à ma question. Vous, quand vous dites nous sommes réveillés le matin sur des stations-service qui sont brûlées, sur des tracts, tout ça, il y a bien des gens qui ont rédigé ce manifeste et qui veulent ouvrir les yeux du pouvoir et des intellectuels de ce pays sur cette inégalité qui existe en Mauritanie. Au lieu de discuter avec eux, on les a jetés en prison. C'est normal qu'il y ait des jeunes qui sont sortis dans la rue. Je m'excuse, Ahmed. Non, je m'excuse, Ahmed. Allez-y. Je m'excuse, Ahmed. Avant le flamme, avant que le flamme ne procède de cette manière, il y avait une réunion qui a été organisée chez Mohamed Mahmoud par un groupe d'intellectuels. L'ancien président Mahawi n'était pas à Nouakchott. Et c'était le colonel Anne-Amadou Babali qui était ministre de l'Intérieur. Il avait envoyé la police pour arrêter tout le monde. C'était juste une réunion. Il s'est avéré que c'était juste une réunion d'intellectuels. On les a libérés. Il y avait eu d'autres regroupements. Il y avait eu d'autres regroupements. Parle en français. Mais ça n'a pas suscité que des gens soient arrêtés. Non, les flamistes ont été arrêtés après avoir brûlé les incendies ou après avoir jeté des tracts. C'est ainsi que les poursuites se sont commencées. Par la suite, ils sont partis au Sénégal et c'est là toute une autre histoire du flamme que j'ai vécu moi-même. Parce que j'ai grandi au Sénégal, j'ai vécu au Sénégal et j'ai à connaître le flamme plus que tous les autres. Et quand ils se sont installés... Non mais qu'est-ce que vous insinuez là? Je sais pas. Ah oui. Là, ils se sont installés... On a quand même envoyé des gens en prison à Oualata. On les a torturés. Non, mais Oualata, c'est quand? Non, mais c'est la réalité quand même. Non, Ahmed, vous lui avez donné le temps. Donnez-moi le temps. Mais je vais revenir mais vous n'allez pas dire que... Je vais revenir à cette histoire-là. C'est exactement comme si je parle des Berbères, vous parlez de nier quelque chose qui existe. Président. C'est bizarre. Non, président. Après, en 1986, quand les poursuites contre eux ont commencé, une certaine partie est partie au Sénégal. Et là-bas, ils ont commencé une propagande contre la Mauritanie. On lisait dans les journaux sénégalais. Et je me rappelle très bien, ils avaient trouvé des journaux qui leur servaient d'écho. Certains leaders du Flamme commençaient une propagande de haine, d'incitation à la haine contre les morts, que j'ai vécu moi. Wallah, je ne vous dis rien. Dieu m'est témoin que je ne mens pas. Et je peux vous citer des noms. Nous sommes sur le plateau de plein feu, on peut tout dire. Le chanteur Baba Mal y a participé. On traitait la Mauritanie de pays d'apartheid et Mahawi de Pikbota. Et on nous disait, je me rappelle d'une des histoires qu'on racontait, que l'Algérie raciste a arrêté un officier noir, qu'elle a mis dans la soute avec les bagages, et arrivé à Nouakchott, on l'a jeté comme un animal sur la piste. Et ça, normalement, un Sénégalais, quand il le dit, il se révolte. Et tout ça, c'est contre les morts. Et c'est de là-bas que petit à petit, l'incitation à la haine contre les morts a commencé. Et c'est ce qui a finalement conduit aux événements sénégalo-mauritaniens. Et ce qui a favorisé ces événements, c'était la présence, le flamme dont on parle, c'est un mouvement basé plus sur les tout couleurs. Non, c'est sur les tout couleurs. Non, sur les tout couleurs, ça veut dire seul et tout couleur. Mais le mouvement, en grande partie, il a dit tout de suite, il a dit c'est un mouvement, le gros c'est Alpolar. Il l'a dit. Et quand il a parlé en premier lieu, il a dit c'est un mouvement Alpolar, Soniké et Peul. Non, Wolof, il les a cités dans une deuxième phase. Mais revenons, moi, je refuse qu'on parle de Wolof parce que moi, je suis plus Wolof que tout le monde. Je refuse l'idée qu'on assimile les Wolofs dans tout ça. Laissez les Wolofs de côté. Les Wolofs sont plus civilisés que les Alpolar, les Soniké et les Mours. Ils ont une autre idée, ils ont un certain civisme que j'apprécie beaucoup et je refuse l'idée qu'on les retient à la carte départ. Ahmed, revenons, après il y a eu la tentative de coup d'État de 1987. Cette tentative de coup d'État, il y avait 53 officiers qui ont été arrêtés. Je peux vous dire une chose, j'ai posé une fois à Kautouré. Qu'est-ce qu'avait dit... C'est qui Kautouré? Excusez-moi, c'est qui? C'est quelqu'un qui parle au nom des Flamands. Non, mais vous parlez aux téléspectateurs. C'est un des membres des FPC. C'est l'un des membres, d'ailleurs, les plus activistes d'ailleurs. Oui, mais vous parlez aux téléspectateurs, moi, je connais personne. Bon, l'essentiel, il y a eu 53 officiers négro-mauritaniens qui ont été arrêtés pour une tentative de coup d'État. Mais vous avez dit tentative de coup d'État, c'est quoi ça? Vous avez des preuves qu'il y a une tentative de coup d'État? Voilà. C'est le procès le plus équitable de l'histoire, monsieur. Toutes les organisations internationales de droits de l'homme ont été conviées à leur procès.
les représentations occidentales ont été conviées à leur procès. Et il était prévu que le procès allait être retransmis en direct pour que tout le peuple mauritanien voit carrément la reconnaissance de ces gens-là. Et qu'avait dit Kamamba Der, la correspondante des RFI, le jour du verdict? Elle a dit le verdict est tombé. Elle a annoncé les 3 condamnations à mort. Et elle a annoncé les autres verdicts, des condamnations à perpétuité, à 30 ans, à 20 ans, à 10 ans, à 5 ans. Et par la suite, elle a dit il faut reconnaître qu'ils avaient tous reconnu être coupables et que le colonel Amadou Baboli pouvait être condamné parce qu'il avait reconnu avoir été informé de ce coup d'État, mais qui n'a pas voulu les dénoncer. La correspondante, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais ils ont reconnu être coupables. Elle a dit que le colonel Amadou Baboli pouvait être condamné, mais il a été acquitté sur demande de Maïr Sidahmet Taï. Le colonel Cheikh Bouïda, Allah yarhamou, paraît-il, ses proches, ses amis ont dit qu'il leur avait dit après le procès. Pourquoi vous ne dites pas Allah yarhamou? Il vit encore. Il est vivant. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. J'ai un grand respect pour lui. C'est quelqu'un que j'ai... Allez-y, vous continuez. En tout cas, ce procès-là, les organisations internationales de droits de l'homme ont été conviées à ce procès. Il était prévu qu'il soit retransmis en direct. Donc vous trouvez que c'est annulé à la dernière minute d'emprisonner les gens, de les torturer, de les tuer? Mais aucun procès, ni contre les islamistes, ni contre les badistes, ni contre les nassiristes. On a convié des organisations de droits de l'homme. Parce qu'ils ne sont pas morts. Excusez-moi. Parce qu'ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts en prison. Ils n'ont pas été torturés de la même façon. Si, monsieur, les badistes ont été torturés. Les nassiristes ont été torturés. Chacun a déjà payé le prix. Je vais d'abord commencer par essayer de déconstruire ce que vous venez de dire. Mais rapidement, en parlant de ceux qui sont partis au Sénégal. Ils ne sont pas partis au Sénégal. Ils ont été chassés, ils ont exilés. C'est pas la même chose. Et quand nous traitons Taya de Pikbota, je pense qu'il était même supérieur à un certain moment que ce que faisait Pikbota. Parce que, durant sa période, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport aux divisions qu'il a occasionnées entre les communautés de ce pays, il n'y a pas quelqu'un encore qui a fait pire que Taya. Et quand on parle de l'apartheid de ce pays, ça c'est une réalité que nous vivons. On n'a pas besoin de l'expliquer. Mais là, comment indépendamment de ça, et en voulant dire que nous disons aux morts qu'il y avait une campagne qui était menée contre les morts. Je pense que vous continuez d'instrumentaliser ou bien de vouloir divertir, distraire les gens. Nous ne sommes jamais, ni dans nos discours, ni dans toutes nos publications, nous ne nous sommes jamais attaqués aux morts ou bien en parlant des Bédans. Nous nous attaquons à un régime qui a favorisé une communauté, qui a permis, mais en réalité, qu'est-ce qui a organisé ces divisions, ces tueries, ces massacres? Ça, c'est l'État. C'est l'État que nous avons indexé. Mais vous indexez souvent les autres. C'est vous qui êtes en train de faire l'amalgame pour dire que nous nous attaquons aux morts. Mais Abdoulaye, s'il vous plaît, mais vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Le porte-parole des flammes n'a en aucun cas et puis vous citez beaucoup de personnes là. Arrêtez de citer les gens. Du régime, ils ne sont pas là. Parler de l'État. Kautouré n'est pas là. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, vous continuez d'entretenir cet amalgame vis-à-vis des populations. Nous sommes toujours attaqués à l'État pour dire que c'est l'État qui est responsable de tout ce qui a été fait. Et nous continuons de le soutenir aussi. C'est l'État qui est responsable des tueries, des massacres, des déportations qui ont existé de ce pays. Et on ne peut pas le nier. La réalité, elle est là, elle est titi, elle continue d'être vécue. S'il vous plaît, écoutez-moi. Donc, moi, je pense que vous ne pouvez pas continuer d'entretenir ces discours qui, en réalité, ne correspondent pas à la réalité. Monsieur Wan, s'il vous plaît, vous allez continuer. Continuez, je vous laisse justement continuer. Mais vous avez dit, nous ne sommes pas partis au Sénégal, les gens ne sont pas partis au Sénégal, ils ont été chassés. Ils ont été chassés. Obligés de quitter le pays, c'est normal, on vous comprend. Allez-y, continuez. Arrêtez, répondez à ce qu'il a dit. Donc, à partir de cet instant, dans toutes nos productions, mais arrête dans toutes les productions qui avaient été faites par les flammes, dans tous nos écrits, vous n'allez voir nulle part, quelque part où on s'attaque à la communauté arabo-berbère ou Bédan. Où nous disons très clairement... Quand vous dites arabo-berbère, c'est une attaque. Nous disons, non, l'important, le plus important, c'est de dire que c'est l'État qui est responsable de ce qui s'est passé, qui a accentué les divisions dans ce pays. C'est l'État qui a déporté, c'est l'État qui a massacré les militaires à Inal, un peu partout dans ce pays-là. C'est l'État qui a pillé les populations, les paisibles populations qui étaient dans la vallée. Ça, on ne peut pas le nier. Parce que c'est des militaires, c'est des gardes qui étaient là pour faire en réalité ce travail. Donc, en aucun cas, on sait qu'il y a des paisibles, il y a d'autres citoyens arabo-berbères
qui se sont même érigés, mais en ce temps-là, ce n'était pas possible, c'était difficile peut-être de prendre la parole ou d'aller à l'encontre de ce qui se faisait. Mais nous savons qu'il y a d'honnêtes citoyens arabo-berbères qui ont sauvé la vie à des négro-africains. Moi, j'étais déporté. Moi, j'ai été déporté à partir de Tigidja. Je peux vous refaire peut-être le film de ce qui s'est passé. Au moment où on nous a embarqués dans le camion, il y avait des populations qui nous amenaient de l'eau, qui nous amenaient des riz. Vous voyez, donc on est très conscient qu'en ce moment-là, que c'était le préfet, c'était le gouverneur. Quand vous déportez votre propre pays. C'était le préfet, c'est le gouverneur, c'est le commissaire de police qui se sont chargés de faire ce travail-là. Et je peux vous raconter aussi une histoire. C'est l'État. Il y a un commissaire de police, parce que le premier commissaire s'appelait Diallo. Il a été arrêté et puis ligoté, on l'a envoyé tout de suite à Nouakchott. Il y a un commissaire arabe qu'on a amené de Nouakchott pour le remplacer. Donc c'était à lui de continuer les investigations, de mener les enquêtes. Lorsque chacun passait, il lui demandait d'où il venait, et ainsi de suite. Lorsque je suis venu, il y avait quelqu'un qui faisait la traduction. Moi, je comprends très bien Hassania. Je comprends très bien. Bon, il m'a posé les questions, mais tout de suite, je l'ai entendu dire au secrétaire, ça, je ne comprends pas ça. Ces gens, pourquoi on les parque ici? Moi, je pensais que c'était des Sénégalais. Alors que ces gens, ils n'ont rien de Sénégalais. Donc, il a dit en arabe ou à Hassania, je ne comprends plus ce travail-là. Quelques jours après, on ne l'a pas revu parce que réellement, il a refusé de continuer de faire la sale besogne qui avait été demandée. Donc ce cas-là, certainement, il s'est retrouvé dans d'autres endroits, dans d'autres contrées, mais pas avec certainement une intensité qu'on aurait voulu parce que le rôle d'un intellectuel, on l'a viré, c'est pas ça le problème. Les gens, pour des intérêts personnels, ont voulu aussi se cabrer, ne pas diffuser cela. On aurait aimé, bien sûr, que cette frange de population, ces honnêtes femmes, ces honnêtes hommes, prennent réellement à bras le corps ces difficultés. Mais nous savions que c'était difficile. Il n'y en a pas eu beaucoup de cas. Vous êtes conscient que c'est l'État qui a déporté ses propres citoyens. Nous l'avons dit du premier jour et nous continuons de le dire. Mais il y a des ministres noirs dans cet État. Il y a des policiers noirs. Tout à fait. Il y a des gendarmes noirs. Tout à fait. En fait, c'est un État raciste. C'est un État Ce n'est pas du tout une ethnie qui est raciste. Ce n'est pas une ethnie contre une autre. On ne peut pas généraliser. Une ethnie ou un groupe ne peut pas tous être mauvais. On ne l'a jamais dit. Oui. Non, mais c'est clair ce qu'il a dit, c'est clair. Mais j'aimerais apporter des précisions à ce qu'il a dit. Allez-y. On parle souvent des déportés. Oui. Mais le Sénégal a déporté ses citoyens. Monsieur, on avait la nationalité sénégalaise. Mais on ne sommes pas au Sénégal ici. On est non, mais le Sénégal aussi a déporté ses citoyens. On n'est pas en train de juger les Sénégalais, on juge notre propre pays. Il y a eu des Mauritaniens qu'on a balancés aussi qui n'ont jamais connu la Mauritanie. Qui n'ont jamais connu la Mauritanie. Vous pouvez me regarder. Faire la comparaison entre ce qui a été fait, entre ce que l'État mauritanien a fait et l'État sénégalais. Attendez. Président, je n'apprécie pas la déportation. Une minute. Excusez-moi, c'est moi qui vous pose des questions. Le racisme de c'est moi qui pose la question. Quand vous parlez, vous dites, et pourtant le Sénégal a déporté cette personne. Mais on n'est pas au Sénégal, on est en Mauritanie. On ne parle pas de Sénégal, on n'est pas en train de juger le Sénégal. D'accord. Mais il y a eu des intellectuels sénégalais légers, non pas notre propre pays. Quand un pays déporte ses propres enfants, vous allez dire parce que le Sénégal ou parce que les Américains ont bombardé Hiroshima. Ça n'a rien à voir. On parle de la Mauritanie. D'accord. Ça arrive souvent ce genre de truc. C'est pas bon ça. C'est pas bon de parler de ça. Non, mais laissez-moi le temps. Allez-y. Allez-y. Laissez-moi le temps de parler. Moi, j'ai fait des recherches sur ça. L'ancien président, l'ancien directeur de la Sécurité nationale, le colonel Mohamed Wade, est encore vivant. L'ancien directeur de la Sécurité d'État de Daï, il est encore vivant. Oui, qu'est-ce qu'ils ont Je vais vous dire. Allez-y. L'ancien gouverneur, Mohamed Lemine Salda, l'ancien ambassadeur, il est encore vivant. Il y a des témoins. Oui. L'ancien chargé d'affaires à l'ambassade de Dakar, et à Dakar, l'ambassadeur Bilal Ouarzek est encore vivant. Il y a eu des témoins, mais il faut faire des recherches. Moi, les informations que j'ai eues, que la plupart des Noirs qui ont été déportés ont été dénoncés par leurs propres frères noirs. Mais ils sont là, c'est Mauritanie qui a été déporté. La famille de Wade, elle est venue en 1953. Vous vous rappelez pas? S'il occupe une fonction, on le déporte, on vous nomme à sa place. Mais c'est le règlement de compte. Non. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres parents qui les ont... Il y a des informations que j'ai eues moi. Oui, mais ça, c'est pas une preuve. On ne déporte pas ses propres Ahmed, vous dites que vous n'indexez pas souvent les morts. Et justement, c'est ce que nous, on vous reproche. C'est que dans toutes les sorties, on ne parle que des bidons. Quand on parle de l'esclavage, on ne parle que des bidons. Alors que Dieu sait que ce qui existe chez les autres n'a jamais existé chez les morts. Nos esclaves ou nos anciens esclaves sont enterrés avec nous. Ils mangent avec nous. Et ils sont intégrés dans la tribu. Ils portent le même nom de la tribu. Et tout ça.
Mais les autres, les esclaves, ne sont pas enterrés avec eux. Et jusqu'à maintenant, l'esclavage existe avec eux. J'ai travaillé dans une société privée. Il y avait 2 plantons. L'un a pris un couteau pour poignarder l'autre parce que, dit-il, c'est un esclave qui n'a pas le droit de lui parler de cette façon. Donc, combattons-le dans un cadre général. C'est-à-dire que nous, il faut savoir que la Mauritanie est un pays qui a sa diversité culturelle. C'est un pays qui peut être riche de sa diversité culturelle. Ici, on ne peut pas réussir un combat tant qu'on ne se met pas la main dans la main. Il faut savoir que vous ne pouvez pas garder votre vie tant qu'il n'y a pas le noir et le blanc. Vous ne pouvez pas voir avec le noir seulement. Et vous ne pouvez pas voir avec le blanc seulement. Mais donc, ensemble, menons un combat contre toutes les inégalités sociales. Dénonçons l'esclavage dans toutes les communautés. Dénonçons les injustices dans toutes les communautés. Mais œuvrons pour une Mauritanie. Raisonnons en termes de mauritanité. Et cessons de raisonner en termes de Halpulaar, ou en termes de Soninké, ou en termes de Wolof. Ça, c'est un autre débat. On nous accuse de racisme. Et il y a autre chose. Juste ça, pardon. Il y a juste. Si la Mauritanie, les gens qui ont fui vers le Sénégal, les gens ils n'ont pas fui, ils sont exilés. C'est pas la même chose. Ils ont été exilés. Ils ont été déportés. Si le régime, ils ont été chassés. Non, c'est pas la même Ahmed, chose. Si le régime de non, Ahmed, si le régime tenait coûte que coûte à les arrêter, je vous jure que le Sénégal les extradera, va les extrader malgré lui en 24 heures. Parce qu'après la tentative de coup d'État de Saleh Al-Hanan, il y a un officier qui est parti au Sénégal. Le Sénégal a extradé. Oui, la Mauritanie a réussi à imposer à la France de ramener ici le capitaine Ali Oudda. Comment se fait-il qu'on ne peut pas imposer au Sénégal de lui extrader les flamistes? La Mauritanie ne pas à les poursuivre. Donc, il y a autre chose. Il y a juste président. Abdallah, ce que tu dis est dangereux pour toi. Ils sont partis comme ça. On parle des arabo-berbères. Ils sont partis en vacances. Ils ont une autre confusion sur les berbères. Non, mais on parle souvent ici des berbères. C'est bon. C'est clair pour lui. Les berbères, c'est des nobles. C'est réglé. Il n'a pas dit qu'ils ne sont pas nobles. Toute notre culture, on l'amène des Halpulaar. Le boubou, ce n'est pas une culture arabe. Le tchaï, ce n'est pas une culture arabe. Le tiginite, ce n'est pas une culture arabe. Si nous avons adopté toute cette culture, ça veut dire qu'on vous a aimé. Ça veut dire qu'on considère tellement frères, etc. J'ai une question. On a intégré, on a adopté votre culture. Non, mais vous pouvez essayer de répondre à la question, mais dites ce que vous voulez avant. En fait, aujourd'hui, on parle de ce climat-là qui aujourd'hui en Mauritanie. Vous avez réussi à tenir, vous êtes arrivé, vous étiez exilé à l'étranger, vous êtes arrivé, on vous a reçu à l'aéroport, vous êtes en train de former un parti politique, vous faites des conférences de presse, vous faites des meetings, mais c'est quand même, c'est grâce à Ould Abdelaziz quand même. Tout à fait. Bien. Bon, avant de répondre sur la question, je vais tenter de clarifier certains propos ici tenus. Pour dire que par rapport aux déportations, que c'est des négro-africains qui ont dénoncé certains de leurs frères. Ça, c'est des cas isolés. Oui, ça, même si ce n'est pas isolé. Est-ce que c'est une preuve? Est-ce que c'est une preuve d'emprisonner les gens? Ça, c'est l'État qui a organisé ces massacres, ces déportations dans toute la vallée. Un peu partout dans toute la Mauritanie. C'est l'État, c'est le gouverneur, c'est le préfet, c'est le commissaire de police qui se sont chargés de prendre les gens, de les mettre dans des, dans des camions. Et même si les 500 militaires qui ont été massacrés, les 28 pendus à Inal. Ça, c'est comment ça s'est passé. C'est malheureux, donc, malheureux. On n'a pas besoin. Les faits sont là. On ne peut pas se permettre de vouloir les changer. Ils sont là, ils sont connus de tout le monde. Et les responsables aussi sont connus. Je pense que c'est des situations que nous vivons. Au lieu de chercher peut-être à trouver d'autres solutions pour apaiser le climat, pour dépasser vers d'autres horizons, mais continuer à vouloir les refuser ou bien à vouloir... ça, je pense que ça pourrait porter atteinte à notre vie. Maintenant, par rapport à notre retour, nous sommes revenus, nous étions une force politique, nous sommes revenus dans le but de continuer notre combat dans ce pays. C'est vrai, nous avons été reçus par le président, et lorsqu'il nous a reçus aussi, nous lui avons dit effectivement quelles étaient nos intentions. Et nous avons reconnu que ce pays, à un moment donné, il a connu certains changements. Et à un moment donné, il y a eu en tout cas un développement qui a été fait par lui. Mais ce qui est nouveau, c'est que vous êtes en train de parler à la télé, là. C'est déjà pas... C'est déjà possible. Mais ce qui est sûr et certain, qu'il y a un mal qu'il faut reconnaître dans ce pays. Il y a des inégalités, il y a la question de la cohabitation qu'il faut régler. Vous croyez que la majorité des Mauritaniens ne reconnaissent pas ça? Si, on en parle. Et je pense que c'est heureux qu'aujourd'hui, nous l'avions parlé il y a de cela 30 ans. Aujourd'hui, tout le monde en parle, en fait un cheval de bataille. C'est heureux pour nous
que peut-être que ceux qui avaient refusé de le reconnaître il y a de cela 30 ans, aujourd'hui font de cela un sujet qui leur tient à cœur. C'est important. Mais nous lui avons dit que cette question doit être réglée pour permettre en tout cas à passer à d'autres étapes de développement. Et cette question, elle est cruciale pour nous. C'est pourquoi, jusque-là, dans notre parti FPC, cette question nationale, ou bien la résolution de cette question nationale, reste en tout cas un premier élément pour lequel il faut d'abord que toutes les forces progressistes s'engagent pour le régler. Et dès l'instant que nous avons déposé notre dossier, nous avons commencé à travailler, vous l'avez dit ici, il y avait un meeting qui était prévu, mais avant le meeting, nous avons d'abord organisé une université d'été. Université d'été dans le but de former nos militants, dans le but de leur donner une conscience politique par rapport à ce qui se fait. Bon, et dans tous nos documents que nous avons déposés et dans tous les discours d'ailleurs que le président ou d'autres responsables ont eu à diffuser, en aucun cas, nous n'avons porté atteinte à l'unité nationale. Nous savons que nous cohabitons, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc, réglons cette question de façon définitive dans la paix, dans la justice, mais que la justice prévale d'abord. Nous savons qu'il y a des injustices à tel point qu'aujourd'hui, il y a une cassure entre ces communautés. Faisons de sorte que nous rediscutions comment vivre dans ce pays-là. Et il nous appartient. Et on ne peut pas aller nulle part, que ce soit les Arabes ou bien que ce soit les Négro-Africains. C'est là où nous sommes condamnés à vivre. Et pour cela, il nous faut refonder ce pays-là sur des bases justes, vous croyez qu'il y a des gens qui sont égalitaires, où tout un chacun pourrait se retrouver. C'est ce que nous disons. Donc vous croyez qu'il y a encore des gens qui sont en train de discréditer les flammes, de sortir ce langage, les flammes des racistes, comme un peu le message que vient de passer votre vis-à-vis. Oui, tout à fait. Parce que ce langage, à mon avis, attendez. Ce langage, à mon avis, ne contribue pas à la dernière partie de sa conclusion, où nous devons chercher à rebâtir une Mauritanie réconciliée. Parce qu'une Mauritanie réconciliée, il faut d'abord reconnaître le tort qui a été fait. Il faut reconnaître les injustices. Il faut reconnaître cette discrimination qui est pratiquée par l'État. Donc à partir de cet instant, on peut s'asseoir autour d'une table et chercher à régler les problèmes. Mais vouloir nier ces difficultés-là, ça ne nous avancera pas. Ça fait cette diabolisation en fait. Cette diabolisation, je vous pose une question après. Vous m'avez accusé de quelque chose, donnez-moi le droit de me répondre, de vous répondre. Vous avez dit que je suis en train de les diaboliser. Est-ce que monsieur le président peut nous dire qu'il n'y avait pas de rencontres secrètes à Thiès entre 9 ministres tout couleurs sénégalais qui se rencontraient avec les leaders du FLAM? Moi je ne suis pas au courant. Moi je suis au courant. Moi je suis au courant, monsieur. Et que vous n'avez pas coopéré avec Jean Collin, qu'il n'y avait pas une cellule avec Jean Collin. Ça c'est à mon avis une vie en réalité. Qui planifiait des choses. Non. C'est-à-dire, moi, je parle des choses, des informations que j'ai, des éléments que j'ai, de ce que j'ai lisé des leaders du FLAM au Sénégal à l'époque. Et ils diabolisaient la Mauritanie. Ils diabolisaient pas seulement. Ils diabolisaient la situation. Non, ils diabolisaient tout le système. Ils diabolisaient un système bilan. Ils parlaient d'un système bilan. Donc, vous n'avez pas l'impression qu'en Mauritanie, il y a des morts. Il y a beaucoup de morts qui en fait qualifient les flammes des photos de troubles, des gens qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Et les flammes sont y compris. Vous n'avez pas cette impression, vous? Non, je vous dis une chose. Avec le président, avant le début de l'émission, et depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai senti une certaine fraternité. Non, mais ça, c'est pas ça mais les Mauritaniens, on parle des Mauritaniens. Beaucoup. Non, mais ça, c'est. Non, je parle des Mauritaniens. Il y a des Mauritaniens qui disent que les flammes, c'est des photos de troubles. Ce sont des gens qui cherchent des visas à l'étranger, qui veulent mettre le pays à feu et à sang, c'est des armes. C'est des racistes qui veulent mettre les morts, jeter les morts à la mer. Vous entendez ça tous les jours. Oui, il y a cette information. Mais vous entendez aussi de l'autre côté qu'il y a des badistes qui sont racistes, qui veulent exterminer les Noirs. Vous entendez que les naziristes, il y a aussi les islamistes, qu'on peut qualifier de diables ou de n'importe quoi. Et puis il y a autre chose. Pendant la guerre du Sahara, on s'est attaqué ici aux tribus qui sont de Sahara. Les tribus du Nord. Les Guibet, les Ouled. On a saccagé leurs boutiques ici, les Roussir, et ils ont pris la fuite vers le Sénégal. C'est-à-dire que dans tout conflit ou dans tout malaise, il y a automatiquement des incidents négatifs. On n'a jamais parlé de ça. Pourquoi les Guibet, pourquoi les Ouled, pourquoi les Roussir ne revendiquent pas les attaques qu'elles ont subies ici et leurs boutiques qui ont été pillées et leurs biens qu'on leur avait récupérés. Ils avaient pris la fuite vers le Sénégal. Vous croyez que c'est la même chose? Vous croyez que c'est la même chose? Non,
c'est-à-dire parce que les gens de Trèves ont subi quand vous parlez d'année président. Non, c'est-à-dire que tout malaise, ou tout malaise, ce n'est pas la même chose. Peut créer à des choses, ou tout conflit a automatiquement des incidences négatives qui pourraient être incontrôlables. Donc pour vous quand même, vous dites que pour vous quand même les flammes, c'est qu'il reste quand même un moment raciste, c'est ce que vous étiez en train de dire. Non, je sais que vous n'êtes pas contre les flammes. Je ne suis pas contre. Mais pour vous, c'est un moment raciste. J'apprécie beaucoup le président Samba Thiam, mais je peux vous dire une chose, il y a certains leaders du flamme que je vois parler, franchement parler, leur discours dénote carrément de racisme contre les Noirs. Et je n'ai pas décelé ça chez le président Ouad. Franchement parler. Il y a des un homme ouvert, très respectable. Non mais on ne parle pas de Ouad, on parle des PC. Ouad il est là parce qu'il est des PC. On ne parle pas de Ouad, monsieur, il est beau, il est gentil. C'est pas ça le problème, on parle des PC. D'accord. Mais on doit savoir que toutes ces inégalités, si elles existent, on doit les combattre ensemble et de savoir comment nous les avons. Mais comment une réconciliation nationale si on traite les autres de mais si on légalise les PC, on va légaliser le RAC, on va légaliser l'Ahmed Aïcha, d'autres partis vont sortir. Donc vous êtes pour la non-légalisation des Non, je veux d'un parti qui raisonne en termes de Mauritanie et qui respecte les textes et les lois en vigueur, c'est-à-dire qui regroupe toutes les ethnies mauritaniennes, sans distinction. Mais ils ne ferment pas les portes au PC. Ils ne ferment pas la porte aux morts, aux autres, ils ne ferment pas la porte. Mais le FPC, il n'y a pas de mort là-bas. C'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Par rapport à cette question, si au niveau de l'État, au niveau du ministère de l'Intérieur, dans le dossier de la liste des membres fondateurs, les 22, s'ils s'étaient rendus compte qu'il n'y avait pas des mots ou bien il n'y avait pas les autres ethnies, pourquoi ne pas avoir répondu le même jour ou dans la semaine qui suit? Parce qu'ils ont un motif tout de suite qui nous permet de dire que vous n'avez pas respecté la loi. Ils n'ont pas. Non, l'article 6 nous ne sommes pas tombés dans ce. Ce n'est pas la première fois. D'accord, et indépendamment de ça, je réponds sur la question. D'accord, vous avez cité ici d'autres partis, Ahmed Ould Aïcha ou bien. D'accord, mais moi je connais que le dossier que nous avons constitué et que nous avons déposé au ministère de l'Intérieur correspondait à ce que dit en tout cas la loi régissant les partis politiques. Donc maintenant, nous avons respecté en tout cas la loi du début jusqu'à la fin. Si maintenant nous sommes rejetés par des articles qui ne correspondent pas à ce que nous disons, nous l'avons dit, c'est arbitraire, c'est injuste et nous allons combattre. Non, les Mauritaniens. Maintenant, je vais rebondir sur un aspect peut-être qui va nous éloigner un peu par rapport à cet aspect-là. Non, prenez. Oui. Vous allez nous répondre après. Oui. Aujourd'hui, les Mauritaniens, c'est qu'ils croient. Oui. Quand vous parlez à des Mauritaniens lambda dans la rue, quand vous êtes avec des intellectuels dans les salons, quand vous parlez à n'importe qui, tout le monde croit que c'est parce que, en fait, que c'est une formation ethniciste. Oui. Et que le ministère de l'Intérieur, plus ou moins, a assez bien fait de ne pas reconnaître ce parti. Exactement comme il n'a pas reconnu le sursaut de M. Daoud Lahmed ou de Rag de Hira. Donc c'est ce que pensent les gens. Je ne sais pas en tout cas quelle est la réponse qui leur a été donnée ou bien quels sont les articles qui ont été signifiés en répondant à ces autres formations que vous venez de dire, RAG ou ainsi de suite. Mais nous connaissons que les articles que le ministère de l'Intérieur a mentionnés pour rejeter notre parti ne correspondent pas à notre situation. Donc ils ne trouvent pas d'argument par rapport à cela. Et indépendamment de ça, voyez la durée, pourquoi avoir réussi ce dossier pendant 10 mois et ne pas répondre. Ensuite, ces autres partis, par exemple, les bastistes que vous citez, que vous voulez, c'est des clichés que vous mettez là, pour dire peut-être que nous aussi, nous sommes dans ces mêmes ces gens-là. Nous disons que cette Mauritanie-là appartient à la fois à des Arabes, à des Arabo-berbères, à la fois à tous les Mauritaniens, et qu'ils doivent vivre ensemble, et qu'ils doivent chercher à développer leur pays. Mais ces autres, comment ils nous traitent? Nous sommes des fils d'anciens footballeurs, que nous ne sommes pas de ce pays, que la Mauritanie, elle est arabe. Ils nient notre culture, ils nient notre passé. Certains. Donc, certains, bien sûr, bien évidemment, certains de ces partis-là. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas reconnus, mais ce qui est sûr et certain, nous... C'est exactement ce que vous êtes en train de dire, non, par rapport aux articles, c'est pas ce que je dis. Quand Abadis dit les flammes, c'est des Sénégalo-Mauritaniens, c'est des gens qui viennent du Sénégal. Vous dites les Arabes-berbères, vous insériez exactement la même chose. Nous reconnaissons qu'ils sont de ce pays, et qu'en aucun cas, personne ne peut les chasser de ce pays-là. Et que tout développement doit se faire avec eux aussi. Donc, les autres partis n'ont pas le même discours que nous. Dans tous nos discours, en aucun cas, nous ne remettons en cause l'arabité de ce pays-là. Que c'est un pays où il y a des Arabes, où on doit pouvoir réellement étudier. Mais aussi, il y a les autres langues nationales qui doivent aussi être étudiées. Leur culture,
on doit aussi pouvoir reconnaître cela. Bien, je pense qu'on s'éloigne un peu peut-être du sujet central. Dans toute situation, il peut arriver des débordements. Vous avez parlé un peu qu'au Sénégal, il y a eu des atrocités. Ça, c'est pas l'État qui a organisé ça. Ça, c'est certains bandits peut-être qui étaient là. Je le reconnais. Certains activistes islamistes sont participés. Comment certains activistes islamistes? Non, vous continuez à faire de l'amalgame. Il y a eu à un moment donné, il y a eu des difficultés, des bandits, des peut-être qui sont sortis de n'importe où. Non, c'est l'État sénégalais qui a organisé ça. L'État sénégalais n'a participé à ces programmes pour chercher à... Non, ce n'est pas notre sujet. C'est pas le cas ici. L'État sénégalais a très bien participé à ça. Le général Fall l'a reconnu là. Le problème n'est pas ça. Il y a eu des débordements, mais ce qui s'est passé ici, c'est l'État qui a organisé les déportations, c'est l'État qui a organisé les massacres au niveau des civils, au niveau des militaires, c'est l'État qui a pillé les richesses. C'est l'État avec ça. C'est l'État ici. Les Sénégalais qui ont été expulsés. Le Sénégal ne voyait pas leurs papiers. Pourtant, ils sont venus ici, ils ont présenté... Et pourquoi vous parlez du Sénégal? Pourquoi vous parlez de Sénégal? Ne laissez pas parler, lui, de pourquoi vous parlez de Sénégal? Je vous ai dit. Nous, moi, je ne parle pas de Sénégal, c'est lui qui a insisté sur la question. Vous me dites que l'État sénégalais n'a pas planifié... Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. N'y a pas participé. Je vais vous donner une information. Juste Ahmed. Je peux dire que le président Abdou Diouf, l'ambassadeur Bilal Ouarzouei, il m'écoute. L'ambassade mauritanienne a été attaquée. Ils ont tout fait pour contacter Jean Collin. À l'époque, secrétaire général de la présidence. Ils ne les prenaient pas. Quand ils ont appelé le standard de la présidence, ils ont demandé que c'est l'ambassade mauritanienne qui demande, c'est l'ambassadeur mauritanien, Mokhtar Ould-Zam, il est actuellement il est au Parlement, je pense, qui veut contacter le président. On lui a passé le président Abdou Diouf, il lui a dit, monsieur le président, notre ambassade est attaquée. Et le président Abdou Diouf, écoutez le bruit. Il disait comment, et immédiatement la gendarmerie a intervenu. Mais que Jean Collin n'a pas planifié ça, ou que des ministres tout couleurs ne rencontraient pas des flamistes, et que vous cherchez à créer de l'amalgame en parlant de certaines choses dans son livre, et que le général a reconnu c'est grave là ce que vous dites. Monsieur, c'est une émission en direct, vous êtes en train de parler des problèmes diplomatiques entre deux pays. Le Sénégal est un pays frère et ami, et c'est fini, on a effacé tout ça, la page est tournée, le sujet n'est pas le Sénégal. n'a pas commencé ces événements. Non, c'est pas... On parle des Mauritaniens qui ont été déportés par leur propre pays, on ne parle pas des Sénégalais. On ne peut pas dire ça. Je refuse. C'est ça le problème. Je refuse cette déportation. Donc je te pose une question. Est-ce que pour toi, la montée de ces discours identitaires de plus en plus en Mauritanie, en fait, il dit à quoi en fait? C'est un danger. C'est un danger d'avoir souvent des gens qui raisonnent en termes d'ethnie ou de religion ou d'idéologie, etc. Non, mon vœu, c'est que tout le monde raisonne en termes de Mauritanité et de savoir qu'il y a des inégalités qui ont touché toutes les couches sociales de la Mauritanie et de savoir que nous sommes des frères et que nos ancêtres ont vécu ensemble et de savoir les Maures ne sont pas racistes parce que les Maures, je vous le dis, le Garamboub, le Tchaï, le Tigini, tout ça nous vient des Halpula. Si on était raciste, on n'aurait pas adopté cette culture-là. Si on était raciste, on n'aurait pas adopté une culture. Feu Bambari a présidé la Mauritanie pendant 5 mois. Je vous défie de me citer un seul Maure, blanc ou noir, qui a manifesté, ne serait-ce qu'une contestation ou qui a dit quelques mots déplacés. Il a été président pendant 5 mois, avec tous les honneurs et gardés à son rang de président de la République. Donc, il est décédé, tout le monde était là-bas pour l'accueillir, etc. Donc c'est une preuve que ce n'est pas un pays raciste. Mais peut-être qu'il y a eu du racisme ici, quelque part, etc. Mais combattons-le dans un cadre général. Est-ce que l'État veille aujourd'hui à ce que le droit soit appliqué à tout le monde? Est-ce que le droit est appliqué à tout le monde en Mauritanie aujourd'hui? Si vous avez quelqu'un qui n'a pas été sujet de droit, alors citez-le-moi. Dans tous les pays du monde, je vous dis que c'est un pays comme tous les pays, il a ses parfaits et ses imparfaits. Ouais. Mais je sais que le président Aziz a fait la prière de Keyedi, quand même, c'est un acte historique, il faut savoir saluer. Et je pense que c'est les discours séparatistes qui en ont résisté par là, parce que ça a offert l'occasion à certains de vouloir prendre le cheval, alors qu'en réalité, ils étaient de l'autre côté.
du régime qui faisait ces crimes-là, ils étaient là-bas, ils le soutenaient, etc. Et maintenant, ils ont trouvé qu'il y a une ouverture, il y a une liberté d'expression, etc. Et qui veulent d'un seul jour devenir des héros, etc. Et je pense que ces idées extrémistes auxquelles on assiste maintenant, et ces raisonnements en termes de Halpolar ou de Soninké ou des choses comme ça, créent une dissension. Pourquoi, selon vous, il y a de plus en plus de montées de discours identitaires en Mauritanie? Bon, discours identitaire, parce que moi je pense que d'abord au niveau de l'État, cette injustice ou bien ces injustices, ces discriminations sont entretenues par l'État. Nous ne disons pas que tous les Mours ou bien tous les Bédans sont racistes ou qui sont injustes. Non. Je l'ai dit ici tout de suite, il y a des exemples assez stupéfiants qui peuvent le montrer. Donc ça, c'est des politiques qui ont été menées par l'État pour favoriser une communauté contre les autres communautés. Et ces injustices, ces inégalités sont vécues au quotidien aujourd'hui par tout citoyen honnête, sincère, qui veut voir réellement la réalité. On n'a pas besoin de sensibiliser donc le droit n'est pas appliqué à tous. À ces discriminations que nous vivons aujourd'hui. Donc le droit n'est pas appliqué à tous. Le droit est loin d'être appliqué à tous. Il est très loin d'être appliqué à tous. Donc en fait, je vous repose... Donc nous appelons aux forces progressistes, aux hommes épris de paix et de justice, aux honnêtes arabo-berbères, pour l'application de la loi. Pour l'application de la loi. Parce que nous savons qu'il y a certains d'entre eux qui sont honnêtes et qui aiment ce pays-là, mais vouloir se retrancher d'ailleurs que non, ça n'existe pas. Moi, j'ai commencé par qui? J'ai commencé par vous. Donc je vous repose la dernière question. Êtes-vous satisfait aujourd'hui de ce qu'on venait d'appeler le règlement du passif humanitaire? Non, le passif humanitaire n'est pas réglé, il est loin d'être réglé. Il y a eu des pas qui ont été faits, mais il est loin d'être réglé. Il est loin d'être réglé. Loin d'être satisfait. Je suis très loin d'être satisfait. Et donc pour les flammes, il y a eu une reconnaissance de votre parti, qu'est-ce que vous envisagez? Pour les FPC, il y a une reconnaissance de notre parti. Bon, nous allons entamer en tout cas une bataille judiciaire et nous pensons que même si nous sentons qu'il y a des difficultés même au niveau de la justice, mais nous sommes tenus de passer par cette voie-là et d'attaquer le régime par rapport à ce qui a été fait. Pour vous, la non-reconnaissance des flammes, vous trouvez que c'est logique? En fait, vous ne voyez pas qu'en France aujourd'hui, quand même, ce qui réclame quand même démocratie, il y a un parti comme le Front National, il ne peut pas être pire que le Front National, et pourtant il est reconnu. Pourquoi ne pas reconnaître un parti qui s'est dit démocrate? Ne nous comparez pas au Front National. Excusez-moi, non, je ne vous compare pas. J'ai dit un parti qui s'est dit, parce que je n'ai pas fini ma phrase, un parti qui s'est dit parti égalitaire, démocrate, qui est composé de toutes les composantes de ce pays, et qui ne dit pas du tout qu'il est raciste. Et pourtant, on peut reconnaître des partis beaucoup plus racistes dans le monde aujourd'hui, qui est un monde démocratique. Pourquoi selon vous? Non, mais l'extrême droite en France, elle n'est pas basée sur une couleur ou sur une ethnicité. Alors que pour les FPC, c'est l'idée qu'on a, c'est le flamme. Mais ce n'est pas la réalité. Non, disons, peut-être que vous êtes en train de faire des changements. C'est la diabolisation. Mais il faut tout d'abord reconnaître que vous avez des erreurs dans le passé, qu'il faut savoir. Tout le monde a ses erreurs, mais c'est une diabolisation qu'on n'accepte pas. On ne doit pas accepter cette diabolisation. Voilà. Vous et moi, on ne doit pas accepter cette diabolisation. Mais par exemple, légaliser un parti à caractère ethnique, légaliser aussi les autres aussi qui commencent. On a maintenant sur le Facebook, on voit un front de défense des Arabo-Berbères, front de libération des Arabo-Berbères. On est en train, le pays a créé une liberté qui n'a pas de cadre juridique. Il n'a pas créé. Non, cette liberté d'expression qui existe, elle est sans précédent dans l'histoire de la Mauritanie. Et je l'apprécie guère parce qu'elle n'a pas de cadre juridique. Elle doit avoir un cadre juridique. Sans un cadre juridique pour limiter cette liberté d'expression, cela peut sombrer dans le chaos. Écoutez, est-ce que vous reconnaissez, là vous aviez tout à l'heure parlé de la prière du 25 mars dans la vallée, est-ce que pour vous le passif humanitaire a été réglé? Non, je sais que le passif humanitaire, on a créé une commission, il y avait le président même qui l'avait présidé, je pense que c'est le général Diaomar. Il y avait beaucoup de leaders négro-mauritaniens. Et il y a un document qui a été signé, il y a eu des victimes qui ont été... Quand même, les victimes ont accepté. Si d'autres ont refusé, ou si des ONG, d'autres ONG ont refusé parce que peut-être ils n'ont pas été associés, ou ils se retrouvaient que c'était un gâteau qu'il faut savoir en profiter. Peut-être des victimes qui ont accepté de pardonner. D'après les informations qu'on a eues, d'après ce qu'on a vu à la télé, ils ont signé un document. Et donc c'est une affaire classée.
Peut-être. Il peut y avoir des malheureusement, le réalisateur, on n'a plus le temps. Ce serait le dernier mot, le mot de la fin de cette émission. Donc, chers téléspectateurs, je rappelle que j'avais invité pour vous M. Mamadouane, qui est 3e vice-président du FPC. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Mohamed Allahi Woulil-Hebli, qui est politologue. Merci beaucoup, M. Abdullahi. Et donc, je remercie aussi l'équipe technique, M. Alisher Diang et Bitar Oulboy, qui sont caméramans, et Tafa à l'éclairage, Ndiaga au son, et un spécial clin d'œil à M. Bertin Kemden et M. Racine-Wan, qui ont réalisé cette émission pour vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir, à très bientôt.